Bonsoir à tous. Je vais pouvoir ouvrir la séance de ce conseil. Donc, on ne va pas ouvrir le conseil avec les points soumis à délibération de suite parce qu'on a une présentation de quelqu'un d'extérieur. Et je voulais vous donner un petit message ce soir. Alors malheureusement, je crois qu'aucun mot que je pourrais dire n'est assez fort pour exprimer notre tristesse face à un acte absolument aussi atroce qu'incompréhensible. Bon, vous voyez de quel acte je veux parler. Louise était une jeune adolescente qui ne demandait qu'à vivre. Nos pensées les plus sincères vont à sa famille, à ses proches. Et au nom du conseil municipal, je voulais leur adresser tout notre soutien et nos sincères condoléances. Et donc, en l'hommage d'une jeune fille qui n'a fait qu'être au mauvais moment, au mauvais endroit, je vais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence si vous en êtes d'accord. Je vais procéder à l'appel. Donc Stéphanie Gueux présente, Jean-Arnaud Mormont, présent. Marie-Claude Fargeau, Marc Vivien, Dominique Varfolomeyev, Daniel Boulan, Pierrette Rény. Donc Dominique Huette en congé a donné procuration à Frédéric Panisoli, Olivier Bergougnou, Frédéric Panisoli, Christophe Brenta, Maria Rascol, Stéphanie Boès, Marie Danel, Véronique Marin, Christelle Cofourier-Marquès, Hélène Leblanc. Donc Léo Thibault a donné procuration à Hélène Leblanc, Grégory Chancerelle, Valérie Bruand, Karine Delavoye, Mohamed Bougalem, David Daubigny. Pas de procuration. Non. Bon, donc pas de procuration. Daniel Lafont. Donc Philippe Leroux a donné procuration à Daniel Lafont. Michael Baru. Et Olivier Bertin a donné procuration à Michael Baru. Très bien. Alors, merci. Il nous faut un secrétaire de séance. Non, mais ce serait bien de changer de temps en temps. Ouais, les adjoints, c'est... Hélène, très bien. Merci beaucoup, Hélène. On va passer à l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal précédent et puis on passera sur la présentation d'Espace Ville sur la révision du PLU. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le PV du précédent conseil? Pas de commentaires? Donc, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, compte rendu approuvé à l'unanimité. Donc, je vais vous laisser la parole avant d'ouvrir la séance du conseil et des points soumis à délibération. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais vous parler de la révision du PLU et notamment l'approbation, l'étape où nous en sommes. Donc, en 3 points ce soir,
Un premier temps, un rappel de la procédure. Un second temps, les étapes depuis l'arrêt du PLU. Et enfin, un troisième temps avec les principales évolutions qui ont pu y avoir entre le dossier arrêt et le dossier approbation. Donc un rappel de la procédure sur le calendrier. La révision se définit en deux phases. Une première phase d'étude qui est composée de la réalisation du PADD, donc du projet d'aménagement et de développement durable, des OAP qui sont les orientations d'aménagement et de programmation, et de la rédaction du règlement et la création du plan de zonage, donc le règlement écrit et graphique. Donc cette étape est, tout au long de l'étape, la concertation des habitants est demandée aussi. Ensuite, depuis l'arrêt depuis le conseil municipal du 27 juin dernier, nous sommes entrés dans la phase administrative. Donc cette phase, il y a eu la consultation des PPA qui a duré 3 mois et l'enquête publique qui était du 18 novembre au 21 décembre dernier. Donc suite à ces consultations, nous avons pu mettre à jour le dossier et répondre aux demandes. Donc il y a eu l'évolution entre le dossier arrêt et approbation. Donc petit rappel synthétique. Avant de commencer. Donc le PADD se compose de 3 axes. Le premier axe, préserver et valoriser le cadre naturel agricole de Ballainvilliers. Donc il se concentre sur l'aspect naturel agricole de la commune, la limitation aux expositions des risques des Ballainvillois par exemple. Le second axe, c'est la maîtrise de l'évolution du tissu sur les secteurs ciblés. Donc celui-ci s'oriente plus sur les secteurs aux alentours de la RN20 où il y a notamment des OAP. Avec le développement d'une nouvelle offre de logement, avec la concordance du projet de la RN20 avec le développement de la commune. Enfin, le troisième axe sur la qualité du cadre de vie. Donc celui-ci s'axe davantage sur les déplacements au quotidien, sur les accès, sur la politique de développement d'équipements publics et de services. Donc voici la carte de synthèse qui regroupe les 3 axes du PADD. Donc cette carte met visuellement les orientations que le PADD porte. Donc on peut notamment voir sur le centre-ville une concentration de plutôt des orientations autour de la préservation et de la centralité, avec aussi le long de la RN20 donc un secteur avec de nombreux projets et des zones naturelles et agricoles où des orientations sont plus autour de la préservation. Donc, autre rappel sur les OAP. Donc, les OAP sectorielles sont au nombre de 5 à Ballainvilliers. Elles se regroupent toutes autour de la RN20, centralisées autour de ce projet de réaménagement. Donc la première OAP est Beaulieu, elle est tout au nord de la commune. Donc elle se focalise en 2 secteurs. Le premier secteur, le long de la RN20, qui se spécialise dans l'activité. Et en second rideau, le développement d'une nouvelle offre de logement individuel en accord avec ce qui se produit déjà autour à Beaulieu, donc du logement individuel. Le tout dans une idée de végétalisation du secteur et de transition travaillée avec le tissu agricole à côté. Pour l'OAP de la RN20, c'est une grande OAP qui prend plusieurs secteurs qui seront ensuite zoomés. Donc cette OAP, de manière générale, permet d'être en cohérence avec le futur projet de la RN20. Elle prend en compte le développement de 2 nouveaux quartiers résidentiels au sud et au nord, avec un programme de renouvellement urbain, de création de nouveaux logements collectifs, végétalisation, création de quartiers dynamiques. Et ensuite, au centre, elle se focalise plutôt sur l'activité économique avec soit une confortation de l'existant, soit une recomposition en vue d'accueillir de nouvelles activités. Donc, premier zoom sur l'OAP Labatt, donc au nord du secteur de la RN20 de l'OAP précédente. Ce secteur se définit en 2 types. Premier type, c'est le développement d'une nouvelle offre de logement, avec la création d'une placette dynamique, avec des commerces et le principe de végétalisation générale du secteur, le tout pour développer les mobilités actives et douces. Ensuite, il y a la seconde partie au sud, qui actuellement déjà est une zone d'activité, est vouée à le rester, et une orientation est définie pour optimiser et renforcer cette activité. Sur le secteur central de l'OAP RN20, donc nous avons l'OAP Beaulieu-Fresnes. Donc cette OAP se concentre sur l'activité, recomposition du foncier et optimisation parcellaire, mais aussi sur la confortation de l'activité existante, avec notamment des secteurs qui existent déjà mais qui pourront être modernisés par exemple. Ensuite, il y a un travail qui est fait sur les mobilités, avec la création de mobilités douces
et la revalorisation de certains axes, dont la création de nouveaux axes certainement. Et enfin, il y a un travail sur la qualité paysagère avec la préservation de l'existant au niveau des espaces verts et aussi la végétalisation plus globale du secteur. Enfin, dernière partie de cette OAP, l'OAP Villebouzin. Donc celle-ci, à l'image de la BAT, se caractérise par le développement d'un quartier autour d'une place, la future place du château, avec des commerces aux alentours, qui proposerait du coup une offre de logement collectif en accord avec ce qui se fait aux alentours grâce à un nivelé des hauteurs et une végétalisation générale du secteur avec des espaces verts ponctuels. Seconde partie au niveau des OAP, ce sont les OAP thématiques. Donc elles sont au nombre de 2 au sein de la commune de Ballainvilliers. Donc la première, c'est l'OAP patrimoine, train vertébrés et agricole. Donc cette OAP se concentre sur la préservation des espaces agricoles, sur la délimitation des espaces verts protégés, sur la trame noire aussi, qui est représentée notamment grâce à la trame agricole sur le territoire de Ballainvilliers, mais aussi sur le végétal au sein du tissu urbain et la préservation de certains patrimoines reconnus sur la commune. Ensuite, il y a la OAP mobilité. Donc celle-ci se focalise sur notamment le projet de la RN20, mais aussi sur la connexion entre le centre-bourg et le quartier de Villebouzin. Le développement de mobilité douce aussi, et l'amélioration des accès, notamment pour les engins agricoles. Donc depuis l'arrêt du PLU, nous avons eu des étapes, et notamment il y a eu la réception des avis. Donc là nous avons eu les avis de personnes publiques associées. Donc là c'est certains avis que nous avons reçus. Donc pour la plupart ils ont été favorables et certains avec des petites réserves auxquelles nous avons répondu soit par des modifications, soit par des justifications de nos choix. Ensuite, il y a eu l'enquête publique. Donc l'enquête publique s'est déroulée du 18 novembre au 21 décembre dernier. Le commissaire enquêteur a formulé, suite à cette enquête publique, un avis favorable. Notamment, il y a aussi eu une réserve et 11 recommandations. Donc sachant que la réserve est ici affichée, la réserve nous parle du secteur des donnettes et la contradiction entre le règlement et l'OAP Boulofren qui est décrite dans l'évaluation environnementale. Donc pour répondre à cette réserve, c'est une obligation, on doit répondre à une réserve pour pouvoir la lever et ensuite passer aux étapes suivantes. Donc nous avons levé la réserve en supprimant la mention notamment de l'OAP au sein du secteur des donnettes, au sein de l'OAP Boulofren. Nous avons supprimé la notion des donnettes et le transfert des activités sur le secteur. Et de même sur le secteur, dans l'évaluation environnementale, où la référence aux donnettes a été retirée pour éviter toute contradiction. Ensuite, donc, l'enquête publique a donné 11 recommandations. Donc, selon ces 11 recommandations, 9 ont apporté des modifications directes du document d'urbanisme et 3 ont été justifiées. Donc, pour exemple, il y a eu une harmonisation au niveau du zonage dans le centre-ville sur la rue Normande, avec un passage des secteurs UCV, UR. Il y a eu une baisse de la règle d'emprise au sol en UCV. D'autres exemples, il y a eu un passage de 4 pavillons sur le secteur de l'OAP Beaulieu, qui étaient classés en zone d'activité dans le document arrêt et qui ont été du coup remis en maison individuelle en UR2, suite à la demande. Autre exemple, on a pu aussi mettre à jour l'inventaire des zones humides. Donc celles-ci ont été mises à jour par rapport au SAGE 2019 et ont permis donc d'être conformes avec le SAGE. Si maintenant on parle des orientations qui ont été justifiées, donc il y a notamment la liaison douce, la création de la liaison douce entre les Hauts-Fresnay et le rond-point Véronique. Donc celle-ci a été justifiée par le fait que le PLU ne bloque pas sa réalisation et qu'elle sera réalisée sur le terme. Ensuite, au niveau de la reconnaissance des potentialités écologiques au sein des zones urbanisées, nous avons expliqué que nous avons développé déjà des secteurs avec des zones naturelles, des secteurs avec des espaces paysagers protégés, notamment sur le château. Et vous verrez ensuite, nous avons aussi mis en place des emplacements réservés au sein du Bois des Templiers. Et enfin, dernière recommandation qui a été justifiée, c'est la cohérence entre la délibération arrêtant le PLU et le règlement sur le secteur des donnettes, dont celle-ci a été expliquée par le fait que
De nouveaux projets ont été mis en place sur Ballainvilliers, qui se concentrent au niveau de la RN20. Donc ces projets focalisent beaucoup d'attention et beaucoup de logements. Donc sur le secteur des donnettes, il a été décidé de faire une pause pour le moment et de se focaliser sur ce qui était pour l'instant gérable au niveau communal. Donc maintenant, je vais vous parler des principales évolutions. C'est une sélection, parce qu'il y a eu quand même un nombre certain d'évolutions. Donc là, ça va être les principales et les plus parlantes. Donc dans un premier temps, entre la version arrêt et approbation, au sein du plan de zonage, il a été intégré les continuités écologiques et agricoles surtout, qui sont présentes au sein de l'OAP Tram verte et bleue, précédemment présentées. Donc maintenant, elles apparaissent sur le plan de zonage et elles sont d'autant plus reconnues. Ensuite, entre la version arrêt et approbation, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu les zones humides avérées qui ont été mises à jour suite à un oubli. Donc elles ont été instaurées. Donc elle se trouve pour une au sein du secteur Boulot-Fresnes et pour la seconde, elle a été ajoutée au sein du Bois des Templiers. Ensuite, entre la version arrêt et approbation, il y a eu l'instauration des emplacements réservés au sein du Bois des Templiers. Donc ces emplacements réservés ont pour but à terme pour acquérir les parcelles boisées en vue de leur protection et de leur conservation. Autre modification du plan de zonage entre la version arrêt et approbation. Donc ici, deux modifications. La première se situe sur la zone agricole qui est passée au document arrêt qui est passé en zone d'activité UAE suite à la demande de l'enquête publique. Pour respecter la réelle utilisation du sol et la réalité de terrain, elle a été mise à jour. Enfin, au niveau de la zone NG2, donc actuellement dans la version arrêt, elle était en contradiction avec l'emplacement réservé car elle se superposait. Donc nous avons mis à jour le plan de zonage pour enlever la contradiction et qu'il n'y ait plus de superposition. Enfin, dernière modification principale au niveau du plan de zonage entre la version arrêt et approbation. Donc c'est le changement de destination des 4 pavillons qui étaient définis comme étant de l'activité dans la version arrêt pour être en accord avec l'OAP qui avait été définie sur le secteur Beaulieu. Donc maintenant que ces pavillons ont été de nouveau classés en OR2 suite à la demande qui était formulée durant l'enquête publique, l'OAP a également été mise à jour en conséquence. Enfin, entre la version arrêt et approbation au sein de l'OAP Tram verte et bleue, il a été ajouté le tramé assurer une transition paysagère entre le village et les espaces agricoles au niveau de la limite communale avec Épinay-sur-Orge, suite aussi à une demande lors de l'enquête publique. Donc à cela s'ajoutent d'autres modifications d'autres types qui ne sont pas forcément graphiques. Donc notamment, il y a eu des modifications mineures qui ont été apportées. Par exemple, avec l'ajout de cartographie au sein du diagnostic. Donc, par exemple, on a ajouté une carte des mobilités agricoles au sein du diagnostic. Des données ont été mises à jour et des documents aussi pour être conformes. Ensuite, autre modification, c'est au sein du règlement écrit. Donc aussi des modifications assez mineures, avec notamment la réduction du taux de construction en sous-zonage NI, donc qui était de 30% et qui passe de 25% suite à une demande. Enfin, la définition de la bande de constructibilité. Donc celle-ci a été revue et a été mieux formulée avec l'ajout notamment d'un schéma pour mieux comprendre comment elle fonctionne. L'ajout aussi d'un dispositif stipulant qu'en cas de coupe d'un arbre, celui-ci devra systématiquement être remplacé et replanté. Et enfin, la règle d'emprise au sol en UCV. Donc celle-ci a été réduite car actuellement la version arrêt elle permettait 100% d'emprise au sol et là il y a une bande qui a été mise en place avec les 10 premiers mètres 100% d'emprise au sol, après les 10 premiers mètres jusqu'aux 30 premiers mètres 30% et ensuite seulement des annexes. Merci pour votre écoute. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Mais je vais vous proposer de passer à la partie délibération. Donc la première délibération concerne le PLU
Donc pour Espace Ville et pour Virginie, vous pouvez rester sur place si vous le souhaitez. Mais vous n'avez plus le droit d'intervenir puisqu'on rentre dans la partie délibération du conseil municipal. Voilà, et donc je vais laisser la parole à Marc. Alors en fait, comme on rentre dans la partie officielle des délibérations, je vais bêtement vous faire une redite de ce qui vient d'être dit par le cabinet d'études, mais ce sera au sein de la délibération. Donc vous avez bien compris qu'on allait voter aujourd'hui la partie définitive du PLU. Après l'enquête publique, et cette enquête publique qui a été suivie par le commissaire enquêteur, ce dernier a donné un avis favorable assorti de réserves et de plusieurs recommandations. Les réserves, le maître d'ouvrage doit lever la contradiction sur le secteur des donnettes entre le règlement de l'OAP Boulot-Fresnes, le repositionnement des entreprises des donnettes noté dans cette OAP sera supprimé. En ce qui concerne les recommandations, donner de la cohérence entre la délibération arrêtant le projet de PLU et le règlement sur le secteur des donnettes, la commune a décidé au fil de la révision de reporter la requalification de la zone des donnettes à une procédure révision du PLU à l'horizon 2035. Harmoniser le zonage UCV-UR, rue Normande, conformément à la remarque du commissaire dans son rapport. Les zonages des rues du Général Leclerc et Normande ont été harmonisés. Revoir à la baisse le règlement d'emprise au sol en UCV. L'emprise au sol passe à 30% au lieu de 50% dans la bande de constructibilité de 10 à 30 mètres. Intégrer dans la zone UR2 les 4 maisons individuelles placées en zone UAE dans l'OAP Beaulieu. La modification a été prise en compte dans le plan de zonage. Vous avez vu bien sûr tout ça précédemment sur les schémas. Mettre en place une reconnaissance de la potentialité écologique dans les espaces arborés des zones urbanisées. Il a été ajouté qu'un arbre abattu doit être replanté. Accentuer l'effort de réalisation de logements sociaux dans le diffus et dans les OAP pour passer de 22 à 25% de logements sociaux. L'effort de la commune tend vers les 25% de logements sociaux. Compléter et corriger le résumé non technique, comme indiqué dans le rapport, ces modifications ont été prises en compte. Réaliser une liaison douce de la Grange au Cercle entre la rue des Hauts-Fresnais et le rond-point Véronique. Cette liaison douce sera réalisée à terme, sans pour autant être précisé à quel horizon. Réaliser un plan de circulation des engins agricoles. Le plan de circulation a été ajouté. Mettre à jour l'inventaire des zones humides. L'inventaire des zones humides a été mis à jour. Mettre en emplacement réservé sur les parcelles AC 194, 195, 151, 153, 154, 155 et 157 du bois des Templiers. Le plan de zonage a été modifié. Le PLU a donc été modifié pour prendre en compte ces remarques, ainsi que les remarques faites par les personnes publiques associées. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce PLU. Merci Marc pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Aucune question, aucune remarque? Oui, Monsieur Baru. Juste, je voulais que vous rappeliez le nombre de logements prévus dans vos OAP, votre projet d'OAP, parce que concrètement, je trouve que c'est l'unique objectif réel de ce PLU, c'est-à-dire faire 5 OAP pour construire un certain nombre de logements. Le reste est assez anecdotique finalement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je me doute que vous n'êtes pas d'accord. On a quand même préservé la nature et les espaces verts. On a quand même réduit la constructibilité de façon assez sensible. Le nombre de logements, il est très clair. Il est écrit dès le démarrage du PADD. On est à 640 au total. Donc 640 logements sur la ville. Je trouve ça pas très compatible avec les mots préservés que vous n'arrêtez pas d'utiliser depuis tout à l'heure dans la présentation, ou valoriser, etc. Moi, c'est mon avis. Vous avez vu la remarque de la préfecture qui nous dit qu'on ne met pas assez. Ah oui, non, mais après, la préfecture incite à construire, ça je l'entends. Maintenant, on n'est pas obligé. Plus qu'inciter.
On n'est pas obligé, sinon on ne serait pas ici pour voter. Bah si, on est obligé. Bah écoutez, c'est simple. Là, l'objectif principal, il est bien de faire 640 logements sur la ville. On nous demande à nous, les élus, de se réunir pour voter. Par définition, on peut voter contre. Donc si on vote contre, il n'y a pas 640 logements qui se construisent. Et j'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qu'un préfet il peut faire contre un conseil municipal qui délibère démocratiquement. Vous voyez, si c'était obligé, on ne nous demanderait pas de voter. Alors, Si on nous demande de voter, c'est que c'est pas obligé, c'est qu'on peut dire non, tout simplement. Alors il y a deux choses. Un, les 640 logements, parce que je vois bien la façon dont vous voulez l'interpréter. Les 600 logements, il y a quand même un délai pour les réaliser. C'est-à-dire que là... La durée de vie du PLU. Le PLU, on l'a dit dès le départ, c'est un horizon à 2035. Donc les 640 logements, c'est horizon 2035. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a supprimé la zone des donnettes en requalification justement parce que la ville, on a estimé que la ville ne serait pas en capacité d'absorber ce quartier-là en requalification comme population en habitation avec la population que ça va nous amener. Donc c'est la raison pour laquelle dans le processus de révision du PLU, on a finalement changé et on a supprimé cette zone en requalification. Et puis ensuite, très concrètement, pour répondre à votre question, on a 3 critères qui sont regardés, qui est la production, enfin je le rappelle, mais je l'ai déjà dit plus d'une fois, qui sont la production de logements tout court, la production de logements sociaux et la production de logements sociaux en PLAI, la proportion de PLAI. Donc les 2 premiers critères sont le nombre de logements tout court, le nombre de logements sociaux et le pourcentage de PLAI dans nos logements sociaux. Ça, ce sont les 3 critères que toute commune va avoir à gérer. Que fait la préfecture si on ne respecte pas ? La première chose, c'est que déjà on a une amende. Ça, à la limite, vous me direz, on s'en fout, on préfère payer l'amende. L'amende, pour information, elle est aux alentours de 50 000 € selon les années pour Ballainvilliers. Mais après, il y a un deuxième sujet. Et là, je vous propose, si vous le souhaitez, de faire venir des maires qui ont été concernés et qui sont concernés par ça. C'est que le préfet prend la main sur l'urbanisme. Donc les communes sont déclarées carencées. Déclarées carencées, ça ne veut pas dire qu'elles payent une amende. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en dessous des chiffres, puisque nous, on l'est déjà en dessous des chiffres, et pour autant, on n'a pas été déclaré carencé. Déclaré carencé, ça veut dire que les sujets d'urbanisme n'arrivent plus en mairie, mais arrivent à la préfecture. Et si vous le souhaitez, je peux inviter des maires qui ont vécu ça. Nozay a failli y passer, Verrières y est passé, c'est la surprise du 1er janvier 2024 pour Verrières, et en Essonne, il y a plus d'une dizaine de communes qui y sont. Donc voilà ce qui arrive. Donc si aujourd'hui on vote non pour cette proportion de logements, et qu'on ne le réalise pas, c'est pas au moment du vote qu'il va prendre la main, c'est dans un an, quand il verra que les chiffres sont pas bons, et bien à ce moment-là, il nous enverra un petit courrier en disant qu'il prend la main sur les sujets en matière d'urbanisme. Voilà. Pour que tout le monde puisse voter en conscience et en connaissance. Vous pouvez nous rappeler le pourcentage de logements sociaux ? Je crois qu'on n'est pas loin des 20 actuellement. On doit être à 19, 20. On fait partie des très bons élèves de l'Essonne, donc je ne pense pas que le préfet nous taperait sous les doigts. Le pourcentage, on n'atteint pas tout à fait les 20. C'est ça. Non, on n'est pas les bons élèves de l'Essonne. Il y a beaucoup plus de communes qui ont dépassé les 25%. Madame, ils les avaient déjà, avant même la loi SRU. Il y a des communes où ils avaient déjà beaucoup de logements sociaux, même plus de 25% avant même la loi SRU. Dans l'agglo, dans la CPS, très peu de communes n'ont pas atteint leurs 25%. Très peu de communes. On n'est que quelques communes à ne pas les avoir. Lesquelles ? Je ne les ai pas toutes en tête. Il y a Nozay, Verrières, Gif-les-A, Massy-les-A, Longjumeau-les-A, Chilly-les-A, Orsay-les-A. Toutes les villes Sur rurales n'ont 27 pas. communes, je ne connais pas toutes les communes Voilà. par cœur. Mais Donc je sais que globalement, les petites communes. Les petites communes rurales, exactement. Et donc, vous m'avez cité des villes qui avaient déjà les pourcentages de logements sociaux, Massy, Longjumeau, etc. Bon, Non, donc ça correspond à ce que je dis, on ne risque pas grand-chose. Gif-sur-Yvette, Bure, c'est des villes qui les ont aussi. C'est des grosses villes, madame, Non, pas vraiment. quand même. Pas vraiment. Le double de nous. Bon.
C'est votre avis. D'autres commentaires, d'autres remarques ou d'autres questions sur ce PLU? Non, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Procuration, pardon. Je dirais même totalement contre. J'ai 4, 5, 6 votes contre. Donc Daniel Lafont, Philippe Leroux, Michael Baru, Olivier Bertin, Mohamed Bougalem et Marie Danel. Donc PLU, voté à la majorité. Marc, c'est encore à toi. Alors, avant de vous parler de la taxe d'aménagement majoré, j'aimerais bien remercier Virginie Capdebosque pour le travail qu'elle a fourni sur ces PLU, parce que je peux vous assurer que c'est pas un travail de tourpeau. Hein. Donc, merci à vous, Virginie. Alors, je vais vous parler de la taxe d'aménagement majoré. La taxe d'aménagement est applicable pour toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme, qu'elles soient déposées par les promoteurs ou par des particuliers. Elle est calculée en fonction de la surface de plancher construite, multipliée par une valeur au mètre carré. Voilà, ça c'est pour fixer l'idée de ce que peut être la taxe d'aménagement. Il existe des abattements automatiques de 50% par exemple sur les logements sociaux, notamment les PLAI, ce dont parlait Stéphanie tout à l'heure, les prêts locatifs aidés d'intégration. L'article 1635 quater N du Code général des impôts permet à la commune de fixer par délibération un taux majoré de cette taxe d'aménagement entre 5 et 20%, si l'importance des constructions nouvelles édifiées dans le secteur rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseau. Donc vous avez bien compris que nous sommes dans une phase où on va avoir besoin de pas mal d'équipements. Donc il y a nécessité de majorer quelque part cette taxe d'aménagement. Par ailleurs, l'article 1635 quater E prévoit la possibilité pour la commune d'exonérer la taxe d'aménagement certaines opérations de construction. Au rang de ces opérations de construction susceptibles d'être exonérées de la taxe d'aménagement se trouvent les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable et les maisons de santé. Ce qui est assez rigolo, c'est les pigeonniers et colombiers, on n'en a peut-être pas à Ballainvilliers, mais je peux vous assurer que dans des villes limitrophes, il y en a. Et j'avais été fortement surpris par ça. Ouais. Le conseil municipal est donc saisi d'un projet de délibération qui a pour objet de majorer le taux d'aménagement pour le porter à 20% sur la totalité du territoire communal, à l'exception des secteurs correspondant aux zones d'activité économique, donc tout ce qui est UAE, de la commune identifiée sur la liste des parcelles annexées de la présente délibération. Donc vous les avez eus lors du passage des documents. Je ne vais pas toutes vous les citer, les parcelles. Voilà. Donc je vous demande de voter cette taxe d'aménagement majoré. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Baru. Monsieur Vivien, est-ce que vous pouvez nous rappeler le montant des investissements à prévoir pour les équipements publics, dans la mesure où la taxe d'aménagement est justement prévue pour financer au moins en partie les équipements publics? J'aimerais que vous précisiez le montant total qui est indiqué dans votre note de synthèse, montant d'investissement précisément dû au nombre de logements que vous venez de voter dans le PLU. C'est-à-dire que plus on construit, plus il va falloir adapter les services publics, les équipements publics, et pour les financer, vous passez la taxe d'aménagement à 20%. C'est largement insuffisant vu le montant qui est prévu en investissement. Donc, il faudra certainement des gros prêts et une augmentation d'impôts pour financer tout ça. Pouvez-vous nous préciser le montant total? Merci. Que les Ballainvillois qui suivent entendent bien ce montant à financer.
Monsieur Barou, je pense que vous pouvez nous donner, puisque vous avez lu la note de synthèse comme moi. Mais lisez-la en entier. Non, mais présentez, c'est vous qui présentez. Faites pas l'ignorant. 19 millions. Ne me posez pas des questions. Moi, je connais longtemps. Monsieur Barou, ne me posez pas une question sur laquelle vous connaissez la réponse, s'il vous plaît. Je vous demande de préciser votre note de synthèse. Dites le montant. Vous présentez, il y a peut-être des gens qui suivent. Je n'ai vraiment aucune raison. Bon, 19 millions. Voilà. Donc, il va falloir investir 19 millions, précisément à cause du PLU que vous venez de voter, les 640 logements prévus. Étant précisé que les 640 logements, c'est une fourchette minimum, dans la mesure où toutes les OAP qu'il y avait sur le précédent PLU, elles ont augmenté. Voilà. Donc ça s'appelle une banqueroute à venir, clairement. Monsieur Barru, je vous rappelle que quand même, dans toute vie, toute personne investit, on investit dans une maison, on investit dans un réfrigérateur, on investit dans une voiture. C'est la vie de tous les jours. C'est normal, ça, effectivement. Eh bien, une commune, c'est exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. On accueille de nouvelles populations, sous la contrainte d'ailleurs de l'État. Eh bien, effectivement, il faut fournir un certain nombre de services publics à toutes ces personnes, des équipements. Eh bien, c'est ce que l'on fait. On joue notre rôle et on fait les investissements. Les investissements. Et vous empruntez. Et vous emprunterez beaucoup tout à fait logique, mais vous empruntez toujours quand vous achetez une maison. Eh bien là, c'est la même chose. Bon. Merci Monsieur Barru. Je voulais apporter juste une précision. Donc 19 millions sur 10 ans, 2035. Oui, c'est toujours pareil. La durée de vie d'un PLU, 10 ans. On parle de 1,9 million par an, dans lequel on met des choses qui ont déjà été faites, puisqu'on parle d'équipements sportifs, on parle du multisport qui existe au stade. Donc c'est aussi en améliorant les services que l'on propose aux Bains-la-Villois. Je voulais juste rajouter ça. Petite correction, les 640 logements, ce n'est pas un minimum, c'est clairement écrit, c'est un maximum. C'est-à-dire que sur chaque OAP, on a un maximum de logements. J'ai mal précisé, pardon madame. C'est un minimum dans le sens où, hors OAP, il y a aussi des constructions. Voyez ? Donc là, c'est ce qui est prévu. Mais hors OAP, il y a aussi un certain nombre de constructions. Donc c'est un minimum. Et je voulais aussi préciser qu'on est sur le même rythme de construction, exactement à 60 à 62 logements par an, que le PLU précédent. PLU que vous aviez validé également. Donc on est exactement sur les mêmes productions annuelles de logements. La durée de vie d'un PLU, c'est entre 7 et 10 ans maximum. Donc 640 logements, ça correspond à ce qu'on avait sur le PLU précédent, qui démarrait en 2019, que vous aviez approuvé dès demain également. Donc je ne vois pas d'amélioration, de valorisation. On est sur la même dynamique, du béton, du béton, du béton. Merci de vos remarques, Monsieur Barru. Je précise juste que sur le dernier plan triennal, donc triennal pour moi c'est 3 ans, excusez-moi, mais on a eu 400 logements donc, sur 3 ans. Là on en propose 640 sur 10 ans. Je pense que c'est pas tout à fait le même rythme. Mais on ne doit pas avoir la même notion, c'est pas grave. J'ai pas compris où vous voulez en venir. Vous dites sur 3 ans, il y a eu 400 logements. C'est ça. Oui, mais c'est vous qui avez signé tous les permis de construire. Je dis qu'on est sur la même dynamique. On parle bien du plan triennal précédent. Non ? Oui, enfin, vous êtes là depuis 2020. Avant, vous étiez adjointe, vous aviez voté pour le PLU, vous aviez approuvé tout ce qu'il y avait approuvé, tout l'environnement juridique qui permet de produire 60 et quelques logements par an. Sur 10 ans, ça fait 600 et quelques. On est exactement sur la même dynamique. Donc, je redis du béton, du béton, du béton. Voilà. Merci, Monsieur Barru, de votre vision. Ce n'est pas la vision de l'équipe municipale, en tout cas, de préserver le centre-ville et d'identifier des zones particulières pour pouvoir répondre à nos obligations légales. Et on pense aussi un peu à nos enfants, nos petits-enfants qui vont devoir se loger, parce que la région parisienne, malheureusement, grossit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions ? Merci de couper votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Barru. Pardon. Je vous propose de passer au vote, s'il n'y a plus de questions. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Pour 4, c'est ça ? Donc, 4 abstentions.
Monsieur Baru, Madame Lafont, Monsieur Bertin et Monsieur Leroux. Merci. Je repasse la parole encore à Marc pour des modifications de statut de la CPS. C'est ma soirée de gloire ce soir. Alors, je vais vous parler des compétences de la CPS. Il se trouve que, vous savez que les différentes communes donnent un certain nombre de compétences à la GPS pour la gestion. Là, il est question des pôles d'échange multimodaux. En un mot, c'est par exemple sur la gare de Massy. Vous avez plusieurs transporteurs qui interviennent sur des parcelles qui se trouvent autour de la gare qui se trouvent sur la gare de Massy, et bien, il faut gérer tout ça, et la gestion de ce pôle multimodal va être déléguée à la CPS. Et on vous demande d'approuver le changement des statuts de la CPS pour intégrer cette compétence. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions ? Des commentaires? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Pardon. Vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît, quel est l'intérêt pour la CPS? Qu'est-ce qu'elle gagne dans l'affaire? Alors, l'intérêt pour la CPS, c'est que vous avez notamment plusieurs transporteurs. Vous avez par exemple la SNCF, RATP pour le RER, RATP Cap pour les transports de mode bus. Vous devez avoir Transdev, vous devez avoir Keolis. Donc vous avez sur ce même pôle plusieurs opérateurs de transport, et c'est en fait la CPS qui va réguler en fait tous ces transporteurs sur une même zone géographique. Les moyens humains c'est essentiellement une question de gestion financière, mais il ne faut pas oublier, ça vous ne le savez peut-être pas, que lorsqu'un bus rentre sur la gare de Massy, il paye comme une taxe. Oui. Il paye une taxe. Donc tout ça, c'est mis sur un pot commun et qui permet la gestion de ce pôle multimodal. Merci. Oui, j'ajouterais qu'on n'a pas tellement le choix parce que la compétence transport est déjà à la CPS. Et les pôles multimodaux font l'objet de négociations avec différents acteurs, notamment parfois l'État, parfois la RATP, parfois la SNCF, selon quel est le mode de transport qui va arriver. Et donc c'est déjà la CPS qui cofinance les investissements sur ces sujets-là. Je suis d'accord, ça représente des montants assez conséquents. Qui concerne notamment la ligne 18, qui est en cours de construction, avec certains pôles qui sont déjà ouverts. Et donc, c'est déjà prévu dans le PPI, donc dans le plan d'investissement de la CPS. Et est-ce que la CPS, elle a renoncé justement parce qu'elle voulait aussi avoir tout ce qui est route, à un moment donné. Elle voulait avoir aussi la gestion de tout ce qui est... route nationale, je crois, il me semble. Non. Alors, légalement, les routes nationales ne seront jamais à la CPS, puisque c'est le département, la nationale, qui gère les nationales. La CPS a proposé qu'il y ait un transfert de la compétence voirie. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'elle recherche particulièrement. C'est une possibilité, et sur l'aspect voirie, c'est au libre choix des communes de transférer ou de ne pas transférer. Nous, on a transféré, Ballainvilliers a transféré en 2018, donc ça a été transféré sur le mandat précédent. Moi, je suis, pour la commune, en tout cas, plutôt satisfaite du transfert à la CPS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Encore à toi sur une convention d'emprunt. Alors, TAS Promotion propose à CDC Habitat, la Caisse des dépôts et consignations sociales, l'acquisition en VFA de 7 logements sociaux situés rue du Général Leclerc à Ballainvilliers.
La livraison de l'opération et la mise à disposition des logements prévisionnels est prévue au cours du premier trimestre 2025. Un accord de principe relatif à la garantie d'emprunt a été adressé au bailleur le 5 juillet 2024. Il s'agit par cette délibération d'accorder sa garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital des emprunts d'un montant total de 276 669,50 euros. Merci pour cette précision. Elle était nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Baru. Alors j'avais une remarque tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a oublié de faire les décisions du maire. Non, on les fera à la fin, puisqu'on les fait hors délibération et qu'on a eu, la présentation du PLU. Donc, Ah, d'accord. Eh ben, j'avais une question en rapport avec une décision du maire qui concernait un accompagnement sur l'endettement. Est-ce que ça concerne aussi les garanties d'emprunt? Non. Non? Bon, ben, j'en poserai ma question tout à l'heure alors. Non. Je crois que la décision portait sur une assistance, d'une expertise, ou voilà, je voulais savoir s'il donnait des conseils. Et si ça concernait la garantie d'emprunt. Non. Bon. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Madame Lafont, Monsieur Leroux, Monsieur Baru et Monsieur Bertin. Alors le point suivant concerne les RH, enfin même les 2 points suivants. Donc le premier, on met à jour le tableau des effectifs parce que nous avons besoin de changer les postes des professeurs du conservatoire. Donc ils doivent changer de grade. Donc pour les changer de grade, il faut qu'on crée les postes, qu'on les change de grade. Et puis comme ils auront libéré un poste, on détruira, donc au prochain conseil, on supprimera les postes avec les grades qu'ils ont quittés. Donc on doit créer 2 postes d'assistant d'enseignement artistique 2e classe à temps complet, 2 postes d'assistant d'enseignement artistique 2e classe à temps complet avec un nombre d'heures différent, et un poste d'assistant artistique 2e classe à temps complet avec 2h30, donc 2 étant sur 5 heures, 2 sur 10 heures et 1 sur 2h30. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité. Merci. Le point suivant, toujours sur la partie RH, vise à créer 5 postes de vacataires. Vous savez qu'on a énormément de mal à recruter des animateurs. Que ce soit sur le temps du midi comme sur l'étude et le centre le soir et le périscolaire le soir. Et donc pour pouvoir renforcer nos équipes, on crée des postes de vacataires. Donc on a déjà des postes de vacataires, mais comme son nom l'indique, les vacataires peuvent avoir un nombre d'heures assez réduite. On propose d'en créer 5 supplémentaires pour avoir un volume de vacataires qui peut intervenir sur le temps du midi ou sur le soir plus important. C'est souvent des étudiants, donc c'est souvent des étudiants qui parfois ne peuvent pas venir parce qu'ils ont des contraintes liées à leurs études ou des examens. Et donc ça nous permet de couvrir ces temps du midi et ces temps du soir sur le périscolaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Baru. Donc, vous dites que la commune peine à recruter. Les contrats vacataires, c'est quand même ce qu'il y a de plus précaire. Je pensais même que c'était en voie de disparition, moi, les contrats de vacataires. Alors, je me posais la question. Je pense que les autres communes essayent de ne plus faire de contrats vacataires. Sinon, on en a déjà, et si on augmente, je ne vois pas en quoi ça inciterait des gens à venir plus travailler à Bainvilliers avec ce type de contrat ultra précaire. C'était une interrogation. Je me demandais si, dans l'animation, il n'était pas possible d'avoir
peut-être regrouper des heures et faire des CDD dans un premier temps. Enfin, vous voyez. Parce que le contrat de vacataire, je pense que ça intéresse pas beaucoup de gens. Surtout si c'est pour faire 1 heure ou 2 le midi. J'attends que vous fermiez votre micro pour pouvoir... Pardon. Je pense que je préfère offrir des postes de vacataires à des étudiants plutôt que d'offrir des CDD, donc avec des personnes du coup qui n'auront que ça comme emploi et qui travailleront une dizaine d'heures par semaine. Parce que c'est ça ce qu'on propose malheureusement. Parce qu'on a besoin d'un tel volume sur l'heure du midi, qui est moindre d'ailleurs sur l'heure du soir. Donc même si on leur proposait le soir, on leur propose 2 heures le midi, 2h30 voire 3 heures sans rien faire dans l'après-midi, et 1h30 ou 2 heures le soir. Enfin, je pense que c'est pas sérieux d'offrir ça à des gens qui n'ont que ça comme travail. Vous me regardez avec des yeux qui froncent. Si on offre ça... Bon, comment vous, 2 heures le midi, pas travailler l'après-midi pour 11h30, 13h30 le midi, c'est 2 heures. Et 16h30, 18h ou 16h30, 18h30, 19h, c'est 2 heures aussi. Et on n'a pas besoin d'animateurs à d'autres moments. Donc proposer un poste, que ce soit en CDD ou en CDI, avec 4 heures par jour ou 2 heures par jour, c'est pas raisonnable. Ah non, mais dans ce cas-là, évidemment, moi je pensais qu'on avait quand même d'autres besoins. Hein. Si on a besoin que de 2 heures, non, c'est pas très motivant. Un contrat précaire comme vacataire pour 2 heures. On est bien d'accord. Si on a déjà du mal à recruter, je vois pas en quoi la création au tableau des effectifs de 5 postes supplémentaires va miraculeusement inciter les gens à postuler. Voilà, c'était ma question. Alors là, on n'est pas au tableau des effectifs, parce qu'on est sur des emplois vacataires, justement. Oui, justement, tout à fait. Mais recruter, je pense justement que créer des emplois, des postes au tableau des effectifs en proposant 10 heures par semaine, ce n'est pas raisonnable. Et c'est pour ça qu'on préfère proposer ça à des étudiants qui sont bien contents de travailler aussi, au vu aujourd'hui de ce que peuvent coûter les études d'un jeune. Excusez-moi, donc vous précisez que les besoins de la commune, c'est dans l'animation, ce qu'on appelle animateur territorial, 2 heures par jour, pas plus. Le mercredi, on n'a pas besoin. Alors, le soir, on n'a pas besoin. Alors, le mercredi, on n'a pas besoin, parce que le mercredi, nous avons nos animateurs et on a beaucoup moins d'enfants que le midi. Le soir, pour les études, ce sont les maîtresses qui font les études et on a besoin de quelques animateurs, mais beaucoup moins, parce que, il y a moins d'enfants qui restent le soir au périscolaire du soir par rapport au périscolaire du midi. Une partie vont à l'étude et une faible partie vont à ce qu'on appelle la garderie du soir, au périscolaire du soir. Donc oui, effectivement, notre gros besoin, c'est 11h30, 13h30. La cantine. Voilà, la cantine, en fait. La cantine. Bon. Et est-ce que je peux savoir combien d'animateurs on a en ce moment? Alors, d'animateurs au total ou d'animateurs sur le temps de cantine? Non, au total. J'ai pas le chiffre là, non. Je peux pas vous répondre tout de suite. Bon. D'autres questions? D'autres commentaires? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc, merci. Et je crois que le dernier point concerne Daniel. Voilà, on va terminer dans la gaieté. Et oui, ça va être la gaieté, ça va être bien. Alors, effectivement. Ben oui, c'est la fin, on va terminer. C'est pas... Alors justement, je vais vous parler des reprises de concessions perpétuelles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un certain nombre de concessions sur le cimetière dites perpétuelles et pour lesquelles nous avons souhaité faire des reprises, évidemment pour celles en état d'abandon, ce qui permet de redistribuer les places, effectivement, puisque c'est une façon aussi de pouvoir laisser, ne pas agrandir outre mesure le cimetière. Et donc pour les très 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 anciennes concessions, il y a cette possibilité-là.
Je vous rappelle qu'on a décidé en 2020 de faire établir donc ce constat de concession perpétuelle en état d'abandon et que pour ça, il y a plusieurs règles qui sont à respecter. Je vous les rappelle, ce sont 30 années doivent s'être écoulées depuis l'acte de concession. Aucune inhumation ne doit y avoir été réalisée depuis au moins 10 ans. À cela s'ajoute en fait une procédure qui a duré 3 ans et qui impose de pouvoir faire constater les états d'abandon des différentes sépultures. Et donc, si vous êtes promené un petit peu sur le cimetière au cours des 3 dernières années, vous avez pu voir qu'on a mis des petits écriteaux blancs avec les numéros de concession permettant en fait aux ayants droit de se signaler en mairie. Voilà, donc il y a eu un premier constat qui a été établi le 26 mars 2021, affiché à 3 reprises durant 1 mois, donc du 26 mars 21 au 25 avril 21, 10 mai 21 au 9 juin 21 et 24 juin 21 au 24 juillet 21. Il y a eu un deuxième constat effectué, lui, le 12 novembre 2024, donc à savoir que certains ayants droit se sont manifestés. Et nous avons, pour ceux qui ne se sont pas manifestés au cours de ces 3 dernières années, pu dresser la liste de reprises de 36 concessions, donc qui seront, au terme de ce vote, reprises et donc remises en disponibilité pour des Ballainvillois qui en feraient la demande. Donc c'est ce qu'on va vous demander aujourd'hui de voter, à savoir que en plus de cela, dans les concessions que nous avons constatées en état d'abandon, nous avons remarqué que nous avions des concessions dites remarquables. Il y en a une en forme d'obus, donc qui peut être aussi, qui peuvent être des ouvrages d'art, et pour lesquels on a souhaité, au titre de ces beaux monuments, préserver le patrimoine de Ballainvilliers. Donc ces concessions, il y en a 16, vous en avez la liste en bas de page, et donc celles-ci vont retomber maintenant dans la perpétuité et dans le domaine de la commune, c'est-à-dire que leur entretien incombera en totalité à la commune. Voilà, donc c'est ce qu'on va vous demander donc de voter ce soir. C'est donc cette reprise des concessions perpétuelles ainsi que la reprise de ces concessions telles que vous l'avez eu dans la note. Moi, je voudrais, comme Marc, remercier vraiment 2 personnes qui ont été essentielles sur ce sujet-là. C'est Madame Adam, du service des affaires générales, qui a fait un travail juste remarquable. Elle a été se geler plusieurs fois avec la police municipale au cimetière pour attendre de nombreuses heures les ayants droit, et a fait un très gros travail de recherche avec la société, je crois que c'est OGF, c'est ça. Et puis surtout, pour la deuxième partie, je voudrais remercier notre ex-collègue Babette, donc Elisabeth Vicente-Mambélé, qui a eu en fait cette idée de reprise des concessions remarquables pour les inclure dans notre patrimoine. C'est une idée juste formidable. Elle a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Donc on l'a invitée lors de la dernière commission pour qu'elle puisse voir la réalisation de ce qu'elle avait entamé. Donc merci Babette. Je ne sais pas si tu nous écoutes, mais en tout cas, c'était une belle aventure. Donc je vous laisse, Madame le maire, procéder au vote s'il n'y a pas de questions. Il y a des questions? Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci. On a épuisé les points soumis à délibération. Donc j'ai cru comprendre que M. Baru avait des questions sur les décisions du maire, donc je vous écoute. Vous ne les présentez pas? Non, je pense que vous ne voulez plus présenter les décisions. J'avais une petite question. J'ai vu, oui, un accompagnement pour les dettes. J'ai lu, je voulais savoir exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un cabinet? Est-ce que c'est... Alors, ce n'est pas un accompagnement. Il s'agit là d'un logiciel qui permet de suivre l'avancée de la dette, qui a été fait sur Berger-Levrault et à côté de Berger-Levrault via un outil Excel. Donc on a acquis un outil pour pouvoir le faire. D'accord. J'avais une autre interrogation sur justement Berger-Levrault. Oui. Alors, du coup, c'est fini avec eux? Alors, c'est fini, pas totalement, puisqu'on va finir le contrat avec eux. Cette année, on va être en parallèle run avec l'outil Berger-Levrault et l'outil Cyril, qui sera notre nouveau logiciel comptable.
Et effectivement, on décommissionnera Berger-Levrault et dès lors qu'on aura un parallèle run et des tests qui seront concluants. J'avais une autre question sur une décision. L'entretien du gazon synthétique. Oui. La société, Jean-Arnaud va nous rappeler, j'ai oublié son nom. Sandmaster. Sandmaster. Ça annule une précédente décision. Pour quel motif? Ça annule une précédente décision. J'ai cru lire ça, oui, effectivement. Donc. Qui s'occupait de l'entretien du gazon? C'est la même? Oui, tout à fait. Ah, renouvellement, d'accord. Très bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions sur les points qui ont été présentés dans les conseils communautaires? Pas de questions. Très bien. Je vais pouvoir clôturer cette séance. On a du public. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des questions du public? Pas de questions. Merci à tous. Et puis, pour ceux qui ont des congés pendant les vacances de février, bonnes vacances.